Référendum du 18 juin dernier. Les résultats provisoires définitifs seront communiqués au plus tard le 23 juin prochain. L'information a été donnée au cours d'un point de presse par le président de l'EJ. Selon Maître Moustapha Cissé, le taux de participation après le dépouillement des résultats de plus de 24 000 bureaux de vote est de 38%. Lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont mobilisés pour la cause. Bamako vient d'abriter la 8e édition de l'opération conjointe des services douaniers de 16 États, dénommée CRI Pharma. L'opération a permis de saisir en 10 jours 382 produits. Fin de la session ordinaire 2023 de la Cour d'assises de Caille. Durant 2 semaines, 45 affaires impliquant 66 accusés ont été soumises à l'examen de la Cour. En conclusion, on note 27 condamnations et 8 renvois, le point de la cérémonie de clôture dans cette édition. Nous sommes mercredi, jour de Conseil des ministres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ibrahim Domélé, bonsoir. Bonsoir, salut Matandao. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Ibrahim Djomile, avec vous, la lecture du communiqué. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre de certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application des articles 74 de la Constitution et 13 de la Charte de la Transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire du Conseil national de transition ouverte le 3 avril 2023 et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'octobre 2023. Le projet de loi adopté habilite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour la réalisation de son programme dans les domaines ci-après, la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. Le Centre de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche et d'expérimentation dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Après plusieurs années de fonctionnement, le centre est confronté à des difficultés liées notamment à la concentration des activités du centre autour des prestations génératrices de revenus en sous-traitance avec les bureaux d'études et les entreprises, à la timide réalisation des programmes de recherche due à l'insuffisance de moyens financiers et humains, à la non-implication du centre, à la vérification de la qualité et de la conformité des matériaux de construction importés et fabriqués localement, à la non-implication du centre dans les projets d'envergure nationale, à l'insuffisance d'équipements adéquats pour l'exécution de ces missions. Par ailleurs, l'adoption de la loi numéro 2019-048 du 24 juillet 2019 régissant les laboratoires des bâtiments et des travaux publics et du décret numéro 2022-075 PTRM du 17 février 2022 fixant les conditions de qualification et de classification des laboratoires spécialisés dans les études géotechniques au contrôle de la qualité des sols et des matériaux de construction exige d'adapter le cadre législatif et réglementaire du centre au nouveau contexte institutionnel. Les présents projets de texte sont adoptés dans ce cadre. Ils redéfinissent les missions du centre et l'érigent en laboratoire des références nationales en lui assignant de nouvelles attributions
entre autres, la vérification de la qualité des matériaux de construction et leur mise en œuvre pour garantir la sécurité et la durabilité des infrastructures, la contribution au contrôle et à la surveillance des travaux neufs et d'entretien du secteur du bâtiment et des travaux publics pour s'assurer du respect des normes, favoriser la maîtrise des délais contractuelle, la vérification de la qualité des matériaux conventionnels de construction avant leur mise sur le marché pour contraindre les producteurs et importateurs au respect des caractéristiques normatives et contribuer à la prévention des risques d'effondrement ou de vieillissement précoce des infrastructures, l'élaboration de la carte géotechnique du Mali. Sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant code minier en République du Mali et un autre projet de loi relatif au contenu local dans le secteur minier. La réforme du secteur minier est une des fortes recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 3 principes édictés par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et qui gouvernent l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Dans le but de faire profiter les potentialités minières et énergétiques à l'ensemble de la population, le gouvernement a engagé une série de réformes dans le secteur minier. C'est ainsi que furent adoptés successivement les codes miniers de 1963, 1970, 1991, 1999, 2012 et 2019. L'ordonnance numéro 2019-022 PRM du 27 septembre 2019 a apporté plusieurs innovations. En dépit de ces innovations, il est apparu des insuffisances de fonds pour une amélioration substantielle de la contribution du secteur minier à l'essor économique et social. Ces insuffisances portent essentiellement sur la faible intégration de l'activité minière à l'économie nationale, malgré le contexte favorable marqué par la hausse du cours de l'or, le manque d'inclusivité dans la signature des conventions d'établissement et l'approbation des avenants introduits par les sociétés minières, l'insuffisance des moyens de contrôle de l'État sur l'exploitation minière, les procédures d'ouverture de comptes offshore, la non prise en compte dans la législation minière du traitement de minerais par péage, les contraintes liées à un système de convention d'établissement unique qui couvre la phase de recherche et la phase d'exploitation, les prises d'engagement par l'État sur l'exploitation avant même la découverte du gisement, la faiblesse des textes nationaux par rapport au contenu local. Les projets de loi sont adoptés afin d'apporter des solutions aux insuffisances relevées. Ils réaffirment la souveraineté de l'État sur les ressources minérales à travers entre autres la réorganisation du régime des titres miniers, la réforme du régime fiscal et financier pour mieux prendre en charge les questions liées au traitement par péage, à la réglementation des charges, à la participation de l'État à l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, au transfert de technologies, à la sous-traitance des entreprises locales, l'utilisation des services et produits locaux, ainsi que la création de valeurs additionnelles mesurables à l'économie locale. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous rappelons, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de l'élection de M. Modibo Sakho par le collège des juges au poste de vice-président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour un mandat de 2 ans renouvelable. Cette désignation a lieu dans le cadre du renouvellement du bureau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au cours de sa 69e session ordinaire qui s'est ouverte le 12 juin 2023 à Arusha en Tanzanie. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une cour continentale établie par les États africains pour assurer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Elle complète et renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples. La brillante élection de M. Modibo Sakho et la reconnaissance par ses pairs des compétences de notre compatriote et de l'excellent travail qu'il abat au sein de la Cour depuis son élection par le sommet de l'Union africaine de février 2021. Il convient de souligner que M. Sakho est le premier Malien à occuper ce très haut poste de responsabilité au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le ministre de l'économie et des finances a informé le Conseil des ministres de la signature d'une convention entre l'État du Mali et le Fonds de garantie pour le secteur privé relative à l'octroi d'une allocation pour la résilience. Le Fonds de garantie pour le secteur privé a été créé en 2014 à l'initiative de l'État malien en collaboration avec le secteur privé conformément à la loi d'orientation du dit secteur. Il vise à faciliter l'accès du secteur privé au financement afin de contribuer à son développement, à la création d'emplois et de valeur ajoutée, et cela grâce à des mécanismes incitatifs de partage de risques contribuant à l'amélioration de la confiance entre les entreprises et les institutions de financement. Et suite à la pandémie de la COVID-19, 20 milliards de francs CFA ont été affectés au financement du secteur privé à travers les banques et les institutions de microfinance. L'impact de cette donation a été un financement global de 471 milliards de francs CFA en faveur du secteur privé. Dans le cadre de la mise en œuvre des 3 principes édictés par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et qui gouverne l'action publique, le gouvernement a décidé d'affecter 28 milliards de francs CFA pour le renforcement du financement des entreprises et du secteur privé. L'impact de la signature de cette convention sur le financement du secteur privé pourrait à terme atteindre 600 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Bonne suite du journal. Merci, Ibrahim. Notre communiqué, celui du CNT, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2023, en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 22 juin 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants: adoption du procès verbal, examen du rapport annuel 2022 de la 2e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel, création du groupe d'amitié et du réseau parlementaire, déclaration du CNT sur la demande de retrait de la MINUSMA, examen du rapport de contrôle de l'exécution du budget du CNT au titre du 4e trimestre 2022 en huis clos, délibération sur les projets et propositions de loi et communication. Et les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle du Libaba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako, CICB, et dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. En Europe, les travaux de la Commission des affaires politiques de la 63e session de l'Assemblée parlementaire OEACP, Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, se sont tenus aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. La session était dirigée par l'honorable Assarid Ag Imbarkawan, premier vice-président du CNT. Depuis Bruxelles, Diarra Diakité fait le point de la réunion. Les travaux de la 63e session de l'Assemblée parlementaire des 79 pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se tiennent dans un contexte de crise parfois très marqué dans les 3 régions qui composent l'organisation commune.
Outre la guerre en Ukraine qui intervient comme un grave facteur perturbateur du contexte géopolitique, économique et diplomatique, des crises tout aussi profondes que complexes minent la stabilité dans de nombreux pays membres. Qu'il s'agisse du terrorisme dans le Sahel, du conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo, de la guerre fratricide au Soudan, de la terreur que font régner les gangs criminels à Haïti ou des conséquences des changements climatiques, ces crises ont provoqué le déplacement de plusieurs millions de personnes à l'intérieur de leur propre pays ou dans des pays voisins. Tour à tour, ces situations de crise ont été présentées par les parlementaires de façon poignante en insistant à chaque fois sur la détresse humaine qu'elles provoquent. Leur prise en charge exige des réponses appropriées au plan bilatéral, régional et international. Toutefois, un constat est revenu dans la plupart des interventions. C'est la difficulté de mobiliser les ressources pour faire face aux coûts exorbitants qu'induisent la gestion des réfugiés, le redémarrage des économies en berne, l'organisation des élections et aussi la mise à niveau des forces de défense et de sécurité. S'agissant plus particulièrement de la situation du Mali, l'ambassadeur El Hadj Alousseini Traoré s'est réjoui des efforts consentis par les autorités de la transition dans leur détermination à conduire un processus politique inclusif ainsi que leur lutte opiniâtre contre les groupes armés terroristes. Grâce à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali, les résultats encourageants sont enregistrés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les groupes terroristes sont plutôt dans des actions sporadiques et les forces de défense et de sécurité du Mali continueront à les traquer sans relâche. Les travaux de la commission se sont achevés dans une ambiance conviviale et à l'unisson, les parlementaires ont salué le président Assarid Ag Imbarkawan, dont l'expérience et la connaissance des arcanes parlementaires a séduit anciens et jeunes. Ici, au Mali, scrutin référendaire du 18 juin dernier, les résultats provisoires définitifs seront communiqués conformément au délai fixé par la loi électorale sur 5 jours à compter de la date du scrutin, soit au plus tard le 23 juin prochain. L'information a été donnée ce matin au cours d'un point de presse par le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ. Maître Moustapha Cissé a par ailleurs déclaré que le taux de participation après le dépouillement des résultats de plus de 24 000 bureaux de vote est de 38%. Reportage Mamadi Kouné. Au lendemain du scrutin référendaire du 18 juin 2023, la Commission nationale de centralisation des résultats a pris ses quartiers au Centre international des conférences de Bamako CICB. Elle est composée de 21 membres, dont les représentants de l'EJ, du courant du oui et ceux du courant du non, ainsi que des personnes et ressources. La centralisation des résultats se déroule selon un schéma précis. Dans un premier temps, la Commission nationale reçoit à travers une plateforme les résultats transmis électroniquement par des techniciens de l'EJ déployés au niveau des commissions locales de centralisation. Il faut savoir que les résultats des communes, ambassades et consulats sont centralisés au niveau de la commission locale du cercle, du district, de l'ambassade ou du consulat. Dans un second temps, la Commission nationale de centralisation reçoit les procès-verbaux transmis sous enveloppe scellée et cachetée qui sont comparés avec les résultats transmis électroniquement sur la plateforme. À ce jour, à l'heure où je vous parle, au regard du niveau de traitement des résultats acheminés à l'EJ et comparés avec les résultats électroniques transmis sur la plateforme, la Commission nationale de centralisation est en mesure d'annoncer avec certitude que plein de 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 ont été traités. À ce stade de la centralisation des résultats de l'intérieur et de l'étranger, le taux de participation est de 38% selon le président de l'EJ. Ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du 18 juin 2023 et est susceptible d'évoluer favorablement avec l'arrivée continue des résultats et la prise en compte dans le décompte final du vote anticipé des forces de défense et de sécurité
et dont le déploiement a eu lieu au même moment que celui du scrutin général du 18 juin 2023. En tout état de cause, pour l'autorité indépendante de gestion des élections, chaque suffrage compte et les résultats reflètent les votes exprimés. Le président de l'EJ déclare enfin que les résultats provisoires définitifs du scrutin seront communiqués au plus tard le 23 juin prochain, soit 5 jours après le vote, comme le stipule la loi électorale. Clap de fin pour Cré Pharma, une opération conjointe des services douaniers de lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. L'opération, qui est à sa 8e édition, regroupe 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre à Bamako. L'initiative a permis de saisir en 10 jours 382 produits. Pour plus de détails, suivez le reportage signé Modibo Mariko. CRI Pharma, ou la croisade conjointe des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre contre le trafic illégal des médicaments et autres produits pharmaceutiques. L'opération physique, c'est-à-dire celle regroupant les pays en un seul endroit, a commencé il y a seulement 10 jours. Et en un tel espace de temps, le bilan est jugé plus que satisfaisant. Nous avons pu réaliser 399 saisies. Les résultats à cette étape de cette année sont meilleurs que ceux de l'année dernière. Mais nous avons également la satisfaction de voir qu'il y a une très bonne contribution de la bande malienne qui accueille l'unité de coordination opérationnelle. Notre satisfaction est d'autant plus grande donc que le pays hôte, qui est le Mali, a plus de 50 saisies de contribution. C'est donc le bilan à mi-parcours d'une opération qui vise à renforcer les capacités des administrations douanières des 23 pays en matière de lutte contre la criminalité dite pharmaceutique. Ces 23 pays, concrètement, au cours de cette opération, ont échangé des informations et exploité et diffusé des rapports de saisie et de situation. 10 jours durant, vous avez facilité la coordination nationale, régionale et internationale de l'opération, sensibilisé les correspondants nationaux des pays participants, et assurer le bon déroulement des activités de lutte contre la fraude. Je me réjouis des résultats provisoires remarquables que vous avez obtenus durant vos travaux et j'ose espérer qu'à la fin de la phase post-opérationnelle, vous dépasserez sûrement votre propre record de CRIFAM 7, à savoir 662 saisies. Cette opération est initiée par l'Organisation mondiale des douanes et se poursuivra encore 10 jours de façon virtuelle. Mais en attendant, les participants ont fait des recommandations allant dans le bon fonctionnement des opérations futures. En première région, clôture de la session ordinaire de la Cour d'assises de Caille au titre de l'année 2023. Pendant 2 semaines, 45 affaires impliquant 66 accusés ont été soumises à l'examen de la Cour. En conclusion, on note 27 condamnations et 8 renvois. La cérémonie de clôture avec Balkissa Saadibou Chérif Haïdara. Au cours de cette cour d'assises, les juges ont prononcé 12 condamnations à la réclusion, 4 condamnations à mort, 7 ordonnances d'acquittement, 3 condamnations avec sursis, 8 renvois à la prochaine session, 7 condamnations à des peines d'emprisonnement à temps, 1 cas d'extinction de l'action publique, 1 condamnation par contumace. Dans son réquisitoire, le procureur général a d'abord souligné l'insuffisance de personnel magistrat pour assurer les différentes chambres de la Cour avant de faire des recommandations. Le procureur doit faire des efforts pour l'exécution des ordonnances de prise de corps. Les cabinets d'instruction doivent faire des demandes de B2, bulletin numéro 2 du casier judiciaire, de renseignement, d'expertise mentale dès la première comparution de l'inculpé, ce qui leur permettra d'avoir le retour avant la clôture de l'information et éviter le plus possible d'établir eux-mêmes les fiches de renseignement, les unités d'enquête étant mieux indiquées. Les officiers de police judiciaire qui sont au début de la procédure sont invités à prendre soin de mettre l'adresse exacte des parties dans le procès verbal pour faciliter les problèmes de citation et mettre plus de rigueur dans leur rédaction. Par rapport aux prisonniers qui durent trop en prison, je voudrais qu'à la prochaine session, que des correctifs soient apportés à ces gens. C'est une partie de nous-mêmes, c'est une partie de la société. Le président, près la cour d'appel de Caille, dans son réquisitoire, a invité tout un chacun à faire en sorte que le recours à leur service soit une garantie pour le citoyen et non une source de tracasserie ou d'inquiétude. Nous pouvons, sans risque de nous tromper, affirmer que le résultat est globalement satisfait au regard du ratio entre le nombre de dossiers enrôlés
et celui des décisions effectivement rendues. Le procureur général Amadoune Baloba Maïga a mis à profit cette cérémonie pour faire ses adieux à ses amis, collègues et collaborateurs, car il est le désormais procureur général près la cour d'appel de Bamako. Nous restons à l'intérieur du pays où, à Ménaka, les responsables coutumiers et administratifs se rencontrent pour parler de paix et de stabilité dans la région. Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini nous donnent plus de précisions. Badia Aga Hamatou, initiateur de cette rencontre, a tout d'abord donné les raisons de l'événement. Ménaka traverse une longue période d'insécurité. C'est pour cela que je les ai appelés, pour que les populations se ressaisissent, qu'ils se retrouvent, qu'ils constituent une force commune contre l'ennemi. La stabilité de tout le Mali passe par de telles actions. C'est pourquoi le principal organisateur a tenu à remercier le chef de l'exécutif régional pour sa présence. Le gouverneur, à son tour, a remercié la population pour leur action lors du référendum. Il les a aussi rassurés de sa disponibilité à les aider. Ici, à Bamako, le mouvement Irewolo debout sur les remparts vient de rencontrer la presse pour appeler la population à une caravane de remerciements aux autorités de la transition pour avoir demandé le départ de la MINUSMA du Mali. La caravane se tiendra vendredi 23 juin. Pour plus de détails, suivons l'intervention du porte-parole du mouvement Irewolo debout, Sidiki Kouyaté. Il est au micro de Mohamed Namankeita. Nous avons animé cette conférence et c'est pour non seulement remercier les autorités, mais c'est également pour rejeter la proposition qui avait été faite par Antonio Guterres qui demandait une reconfiguration de l'aménagement. Et nous, on n'est pas dans cette logique-là parce que le débat pour ou contre l'action de l'aménagement, c'est un débat déjà clos. Également, nous sommes là, c'est pour lancer un appel à l'endroit du peuple malien parce que la sortie pour le 23 est maintenue. Et donc cette sortie, ça sera une caravane de remerciements. Une caravane également qui va lancer un message à l'endroit maintenant des acteurs qui animent le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire que ce que le ministre des Affaires étrangères, Abel Diop, a tenu là-bas, c'est la voix du peuple, c'est la voix du peuple malien et c'est l'inspiration du peuple malien. Et donc aujourd'hui, nous avons appelé le peuple malien à se mobiliser partout à travers le Mali pour remercier les autorités. La caravane qui va prendre départ au monument de l'indépendance pour se terminer, c'est-à-dire qu'à la Tour d'Afrique, on évolue en harmonie avec nos responsables, avec nos autorités. Et donc pour vraiment en guise de respect et en guise de considération, il n'y aura pas de violence pour cette journée du vendredi 23 juin. Hajj 2023, tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont présentement à la Mecque. Le séjour de Médine, qui a pris fin lundi, s'est passé dans de meilleures conditions. Ces propos sont du délégué général du Hajj, Dr Abdoul Fattah Cissé, qui fait ici un récapitulatif de cette première étape au micro de nos envoyés spéciaux Soumaïla Berté, Youssouf Samaké et Abdoulaye Diop. Bien, merci. Tout s'est bien passé à Médine. On peut dire que l'ensemble des pèlerins sont arrivés. Quand les pèlerins sont venus, ils ont commencé à faire des visites de terrain, des prières à la mosquée et encore faire aussi les visites de la tombe des compagnons des prophètes à côté de Bakia. Plus de 600 pèlerins sont déjà quittés Médine pour la Mecque. Lundi, Inch'Allah, on va trouver l'ensemble des pèlerins maliens à la Mecque et finir leur Umrah, Inch'Allah. On va entamer une autre phase, l'étape de la Mecque. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux pèlerins par rapport à la conduite à tenir? De demander à l'ensemble des pèlerins vraiment d'être beaucoup trop patients, surtout cette année. Cette année, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de complications. Voilà, à la mosquée, et encore même dans les hôtels, l'hébergement, parce que le nombre a augmenté. Cette année, l'Arabie Saoudite tend vers 4 millions de pèlerins cette année, quand on ajoute les pèlerins de l'intérieur. Donc on demande vraiment à nos pèlerins d'être beaucoup trop patients. C'est tout Mina, Arafat, Muzdalifa, parce que ça ne sera pas comme les autres années. Enseignement supérieur. La 11e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako s'est tenue ce matin. Au cours de cette rencontre, les administrateurs ont examiné et adopté le rapport d'activité 2021-2022 ainsi que le plan d'action et le budget 2023. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Djeli Makan Djabati.
Cette 11e session du conseil d'administration de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako est placée sous le signe du renouveau. Malgré les difficultés que sont les grèves et les inscriptions frauduleuses, l'établissement a engrangé des résultats notoires. Nos enseignants ont été très performants, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Sur le plan national, nous avons par exemple fait un résultat de 100% en ce qui concerne l'inscription aux listes d'aptitude aux fonctions de professeur et 99% en ce qui concerne l'inscription aux listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférence. En ce qui concerne le CAMES maintenant, nous avons réalisé aussi des résultats remarquables. Il faut reconnaître quand même que l'État a fait des efforts pour l'université. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique nous a accordé une dotation budgétaire importante. Le ministère des Finances aussi. Ces dotations-là ont permis d'éponger, vous ne pouvez pas imaginer, des arriérés d'heures supplémentaires de plus de 3 ans. Je ne doute pas, mesdames et messieurs les administrateurs, que vous examinerez avec l'attention requise les documents soumis à notre appréciation afin d'aider à travers nos délibérations et nos recommandations l'organe d'exécution à consolider les digues pouvant conforter la résilience de l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako, parce que c'est de résilience qu'il s'agit. L'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako compte 21 640 étudiants répartis entre 4 structures de formation, soit 2 facultés et 2 instituts. Un nouveau projet vient de voir le jour pour lutter contre le travail des enfants dans la région de Sikasso et le district de Bamako. Le projet Jofa Act a été lancé hier à Bamako pour une durée de 3 ans. Il sera mis en œuvre par World Vision et Terre des Hommes, Kumba Sissi. Selon les analyses, la pauvreté est considérée comme la principale cause de l'exploitation des enfants. Ces derniers se trouvent souvent dans des situations difficiles comme le trafic d'enfants, l'exploitation minière, la prostitution. Pour promouvoir leurs droits, 6 grandes organisations se donnent la main à travers le projet Joining Forces for Africa, autrement dit Agir contre le travail des enfants, Jofa Act. Pour une durée de 3 ans, Jofa Act qui vient d'être lancé sera mis en œuvre par World Vision et la Terre des Hommes dans la région de Sikasso et le district de Bamako. Au Mali, la population elle est très jeune. Les moins de 15 ans représentent environ 49% des habitants. Le projet Jofa Act a été initié pour apporter les réponses adaptées aux enfants victimes ou à risque de pires formes de travail. Le travail des enfants est un problème répandu dans le monde entier. Et nous, les enfants parlementaires, déplorons cette situation critique. Raison pour laquelle nous félicitons et encourageons cette bonne initiative de Jofa avec l'appui financier de l'Union européenne. Les acteurs concernés par ce projet Jofa doivent s'attaquer aux causes profondes des pires formes de travail des enfants. Ce projet entend apporter des appuis directs aux enfants à risque ou victimes du travail des enfants ou des pires formes de travail. Il contribuera, j'en suis sûr, au renforcement du système national de protection des enfants au Mali, avec l'implication des titulaires d'obligations, des communautés et des enfants eux-mêmes comme acteurs de leur propre protection. Le sketch et les slams sur l'exploitation des enfants ont meublé la cérémonie de lancement du projet Jofa Act. C'est parti pour la 2e édition de Bamako City Tour. L'information a été donnée au cours d'un point de presse pendant 3 mois, du 1er juillet au 27 septembre 2023. Des visites de sites touristiques et monuments à Bamako, Ségou, Kaï, mais aussi des randonnées fluviales. Pour plus de précisions, écoutons le directeur général de l'agence malienne pour la promotion touristique au Mali, Sidi Keïta, au micro de Alpha Mega. Nous avons rencontré la presse pour déjà faire le bilan de la première édition de Bamako City Tour, mais en même temps présenter le programme, sinon le contenu du City Tour 2e édition. Alors, la première édition, en chiffres, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous avons enregistré plus de 5000 participants et ces participants étaient constitués majoritairement d'enfants
mais nous avons également reçu la participation également de la clientèle de la diaspora. Pour le programme City Tour deuxième édition, nous l'avons étendu à 2 régions, la région de Caille et la région de Ségou. Nous avons de nouvelles offres qui s'ajoutent à celles que nous avons déjà en 2022. Nous avons un parcours randonnée fluvial, mais nous avons également d'autres sites comme la ferme Clédou qui viennent justement enrichir la gamme d'offres. Et au niveau des régions, nous avons à Ségou les circuits textiles. À Caille, nous avons le fort de Médine qui vont justement être au centre des visites touristiques qu'on organisera pendant les grandes vacances scolaires. Nous allons commencer à partir du 1er juillet et ce serait simultané sur les 2 autres régions et pour prendre fin le 27 septembre qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Bien vrai que Mopti n'est pas concerné immédiatement, mais nous avons pensé qu'il faille mettre en place une offre de visite pendant la biennale et c'est ce qui sera fait sur instruction de M. le ministre. L'objectif c'est de pouvoir proposer aux participants à la biennale de découvrir la ville de Mopti avec ses merveilles. Pour mieux équiper les 2 académies d'enseignement de Bamako, rive droite et rive gauche, les autorités de la transition ont décidé d'octroyer en priorité une part du marché public aux artisans maliens. L'objectif visé est de promouvoir le savoir-faire local. À cet effet, plus de 650 tables bancs sont en confection. Avant leur livraison, une délégation de la commission de réception des mobiliers scolaires est allée s'enquérir de la qualité du matériel. Suivons le commentaire de Mohamed Namakita. Ces nouveaux tables-bancs sont confectionnés par des artisans maliens. Cela répond à la volonté des autorités de la transition de créer des opportunités pour nos artisans. Un geste unanimement salué par les responsables des fêtières. Je remercie d'abord en tout cas les plus hautes autorités du Mali, à savoir le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, qui déjà a notifié que les commandes publiques doivent d'abord passer par les nationaux en donnant ce marché aux artisans. Et donc tous les artisans de Bamako sont très contents et fiers. Ça c'est le mobilier scolaire. C'est un seul métier qui peut faire les mobiliers. Mais l'artisanat, on est beaucoup plus large. On a 8 branches d'activité. On peut faire beaucoup de choses. Satisfaits de cette initiative, les artisans ont invité les autorités de la transition à soutenir le secteur de l'artisanat. Direction Sélingué dans la région de Bougoni où une mission de WINAL, SDR Mali et de l'Institut d'économie rurale IER s'est rendue pour constater l'état d'évolution des champs d'expérimentation de 3 variétés de riz à grand rendement. L'initiative entre dans le cadre du projet Bill et Melinda Gates. Nos envoyés spéciaux du retour de Sélingué, Bemba Sibi et Toumani Diabaté. Dans le périmètre irrigué de Sélingué, Sékou Koulibaly s'active à récolter son champ de riz qui est à maturité. L'ardeur avec laquelle il travaille traduit la motivation de l'agriculteur. Il en a de quoi car il est l'un des 25 producteurs sélectionnés pour observer le comportement de 3 nouvelles variétés de riz en situation réelle. Sékou Koulibaly se souvient du rendement obtenu lors des 2 dernières campagnes. Ces 3 variétés, à savoir Mayoum 1, Gawal R1 et Adni 11 se sont bien comportés, particulièrement le Mayoum où on a pu avoir 7 à 8 tonnes à l'hectare. On a constaté également qu'elle résiste bien à la fois au manque d'eau et à l'inondation. Le rendement à l'hectare est bon, l'agriculteur est content, mais les responsables du projet, à savoir WINAL, SDR Mali et les chercheurs de l'Institut d'économie rurale, s'intéressent à d'autres paramètres techniques. L'avantage est grand, non seulement tu utilises moins de semences, pour les variétés conventionnelles tu utilises 50 à 60 kg à l'hectare, alors qu'avec les hybrides, avec 25 kg, tu peux répliquer 1 hectare. Et le deuxième avantage, ce qu'on a constaté sur le terrain, on ne l'a pas vu en sachant, puisque l'année dernière, tous les périmètres étaient envahis d'eau. Mais après, quand l'eau est partie, on dirait qu'il n'y avait pas eu d'inondation, que ces variétés peuvent résister à l'inondation. En tenant compte
du changement climatique, c'est une variété qu'on peut recommander. On peut recommander. Et d'ailleurs, on est même en train de faire un processus où on est même en train de former en même temps des producteurs sémenciers qui peuvent faire la production de semences de ces variétés pour faciliter la diffusion à grande échelle. Ces variétés se comportent de façon très normale dans le périmètre. Et à travers la visite, les gens, vous avez vu les visites guidées, les gens sont très bien vus et c'est de très bons comportements. Et déjà, les producteurs ont posé l'engouement par rapport à ces variétés-là pour qu'ils puissent quand même exploiter ça de façon honorable. Avec les résultats enregistrés dans les champs de démonstration, ces variétés seront bientôt commercialisées. Déjà, la production locale de ces semences importées a commencé avec 3 hectares à Sélingué et 3 autres à 100. Toujours à l'intérieur du pays, en 3e région, plus de 2 tonnes de semences ont été distribuées lundi dernier aux membres de 10 coopératives de producteurs. Et cela s'inscrit dans le cadre du projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel. Le dit projet entend distribuer au total 35 tonnes de semences aux producteurs du Mali. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. Cette distribution de kits de semences certifiés s'inscrit dans le cadre du projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel, un projet de 4 ans démarré en 2020, financé par l'ambassade royale des Pays-Bas. Il est mis en œuvre par un consortium dont Sasakawa Africa Association qui assure le volet renforcement de l'approvisionnement national en semences de haute qualité. Les 3 principaux piliers que sont l'agriculture régénératrice, l'agriculture orientée marché et l'agriculture sensible à la nutrition. Le départ de tout cela, c'est la sémence. C'est la variété et la bonne sémence de cette variété. La distribution concerne 2500 kg de semences de maïs, de sorgho, de mil et de riz destinés à 220 producteurs, dont 70 femmes. Ces producteurs sont répartis entre 10 coopératives de 10 villages de la commune de Niena. L'arrivée de Sasakawa nous a permis de comprendre plusieurs techniques culturelles. Nous savons aujourd'hui que la sémence occupe une grande place dans la production. Nous avons pratiqué et nous témoignons les avantages de l'utilisation de la bonne sémence. Les semences font partie des bonnes pratiques agricoles. Elles représentent environ 40% de la production de l'agriculture. Donc quelqu'un qui approvisionne les producteurs en semences, il contribue aussi à 40% de la production. L'étape de Tchola constitue le lancement officiel des opérations de distribution des semences par le projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel. Des opérations qui concernent 35 tonnes de semences pour 3000 producteurs. Le projet Léo Lithium de Goulamina va bientôt commencer la production de lithium. C'est ce qui justifie la visite du président directeur général de la dite société à Bougouni. Il a profité de l'occasion pour rencontrer le gouverneur de la région, le général de brigade Keba Sangari. De Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayoukou. Cette rencontre du premier responsable de Léo Lithium avec le chef de l'exécutif régional de Bougouni s'inscrit dans le cadre de l'essai du premier échantillon du projet de Léo Lithium de Goulamina. Il s'agit là de l'ouverture du premier puits de la société et ensuite profiter pour visiter les installations déjà faites et celles en cours. Yeah, the project, our progress on the project is very positive. Les activités de construction évoluent très bien. Nous sommes dans les temps, dans les budgets. Le futur de ce projet et pour la région de façon globale est radieux parce que la phase 1 du projet va permettre la production d'environ 500 000 tonnes par an de concentré de spodumène et la phase 2 nous irons à autour d'1 million de tonnes. Et nous continuons également les activités d'exploration afin d'étendre davantage la ressource, la réserve de ce gisement fantastique. The future for the region is really positive in our view. Le gouverneur de la région de Bougouni s'est dit satisfait de recevoir le président directeur général de Léo Lithium, un projet porteur de développement pour le Mali en général et celui de Bougouni en particulier. Si nous connaissons aujourd'hui la valeur du lithium sur le marché international et surtout que c'est un minerai dont l'exploitation ne provoque pas un impact environnemental très poussé comme certains types de minerais. Aujourd'hui, nous pouvons dire encore que notre usine de minerais est sur la voie de passer de la recherche à la production et surtout à l'exportation. Donc, j'ose espérer que le conseil d'administration
tiendra en compte encore les intérêts, surtout de la population. A rappeler que le projet Léo Luchim a créé 700 emplois directs et indirects. Les acteurs de lutte contre le sida se réunissent pour évaluer l'initiative Mopti, région résiliente sans sida, je m'engage, un an après sa mise en œuvre. Le point avec Boubacar Sankere. Cette rencontre des acteurs de lutte contre le sida vise à faire le point de la mise en œuvre de l'initiative Mopti, région résiliente sans sida, je m'engage, et dégager des pistes pour une meilleure atteinte des cibles. Ce présent exercice permettra de faire le point sur l'engagement des acteurs qui travaillent sans relâche pour matérialiser les orientations de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, mais aussi pour avoir au niveau des régions de Mopti, Bandiagra et Douanza une base pour le suivi de l'atteinte des cibles et objectifs du nouveau cadre stratégique national de lutte contre le sida. Au cours de cette revue de 3 jours, les acteurs vont évaluer les 7 axes stratégiques de l'initiative, notamment la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH et autres populations vulnérables. L'atteinte des résultats de la mise en œuvre de l'initiative Mopti, région résiliente sans sida, je m'engage, est fortement tributaire de la synergie d'action, d'efforts et de contributions de l'État, des communautés et des partenaires. Votre insigne présence relève à juste titre le niveau de la revue et témoigne du grand intérêt que la relation duale présidence de la République et système des Nations Unies accorde à la lutte contre le VIH-Sida en République du Mali. L'initiative Mopti, région résiliente sans sida, je m'engage, a été lancée en avril 2022. Elle vise à réduire les inégalités qui sont à l'origine du VIH et à placer les populations au centre des efforts déployés pour mettre fin au sida. L'association humanitaire BAID et la fondation Cheikh Mansour Haïdara font parler leur cœur à l'endroit de l'hôpital Nianankuru Fomba de Ségou et des veuves et orphelins de la région. Le coût du don est estimé à environ 38 millions de francs CFA. Amidou Diallo et Bakari Traoré. Des matériels médicaux pour l'hôpital Nianankuru Fomba, des lots d'habits, des chaussures et des enveloppes symboliques pour les veuves et orphelins de Ségou. Cette donation est le fruit du partenariat entre l'association BAID et la fondation Cheikh Mansour Haïdara pour une valeur de près de 38 millions de francs CFA. Ce don a été fait aujourd'hui pour soulager les femmes veuves et les orphelins. Et nous espérons faire plus chaque année, Inch'Allah. Ce geste qui renforce les capacités de l'hôpital régional et allège la souffrance des personnes vulnérables est salué à sa juste valeur. Nous saluons beaucoup la fondation Cheikh Mansour Haïdara et l'association humanitaire BAID pour ces gestes à l'endroit de la population. Vraiment, la fondation a fait beaucoup de dons dans la région de Ségou. Cette cérémonie est très importante pour nous, en ce sens que l'aide que la fondation Mansour Haïdara apporte ainsi que son partenaire, qui est l'association B2Aid, vient venir combler des besoins très significatifs au profit des couches choisies. Parce qu'il va permettre à ces couches de faire face aux besoins de la fête qui s'annonce. Cette remise vient rallonger la liste des œuvres sociales de la fondation Cheikh Mansour Haïdara en 4e région. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition du Festival international du Bélédougou dans le cercle de Kolokani. Durant 3 jours, le savoir-faire de la localité a été magnifié par des festivaliers venus de plusieurs pays de la sous-région. Boubacar Kanouté et Mohamed Sidibé sont nos envoyés spéciaux à Kolokani. Le Festival international du Bélédougou, 9 ans au service de la culture tous azimuts. Il s'impose d'année en année comme un véritable facteur de brassage qui promet la valorisation du savoir-faire du Bélédougou, qui regorge d'une potentialité artistique et culturelle inégalée. Pendant 3 jours, les festivaliers venus d'ici et d'ailleurs ont pris part à cet événement inédit, ponctué par la visite des sites touristiques dont le Kodjalanda, un haut lieu de la bravoure de nos aïeux qui ont infligé une lourde perte aux colons français en 1915, classé patrimoine national depuis 2018. Des foires, expositions
cette année. Et il y a aussi des spectacles itinérants qui sont organisés entre Kolokani, Nonsambou et Kati. Il y a également un camp citoyen pour la paix et la cohésion sociale à travers les arts et la culture dans le Bélédougou. Au cours de ce festival qui tenait autour du thème paix et la cohésion sociale, les autorités coutumières, politiques et administratives du cercle de Kolokani ainsi que les parents de cette édition ont salué l'initiative du festival qui est un pan fédérateur. Le Festival international de Bélédougou 9e édition revêt une importance capitale car il s'agit de la valorisation de notre culture et de nos instruments de musique traditionnelle. Votre présence massive à cette cérémonie montre à suffisance votre attachement à la culture et au développement du Bélédougou. Je voudrais saluer la tenue du Festival international du Bélédougou, ce rendez-vous du savoir, ce rendez-vous aussi de faire connaître, de se connaître et de faire connaître. Je crois que ce n'est pas seulement un espace culturel. Notre compréhension de la culture, c'est évidemment sa mission sociale, ses fonctions sociales, mais c'est également et surtout ses fonctions économiques. C'est pourquoi l'industrie culturelle, les produits culturels doivent être soutenus parce que ça permet socialement de transmettre, mais également économiquement de s'affirmer et d'avoir des produits. La visite des stands, les prestations folkloriques humoristiques bouclent la 9e édition. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. ORTM Info, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme.